Aujourd'hui, il y a 4 jours, c'était une journée très très importante. Ma caméra est complètement par terre, je sais pas ce qu'elle a. Très très importante pour les gamers, pour le monde du jeu vidéo. Souvenez-vous, le mouvement Stop Killing Game, qui est devenu une association, puis finalement qui a réussi à se transformer en ONG, a enfin son droit de parole au Parlement européen. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est très important. Stop Killing Game a globalement été initié à l'insu de son plein gré par Ubisoft lorsqu'il a décidé de couper les serveurs de The Crew 1. The Crew 1, pour ceux qui ne savent pas, avait un mode solo et un mode online. Vous pouvez jouer en solo, avec un scénario qui était très sympa, et jouer tranquillement, et jouer en online. Et ben, Ubisoft a décidé de couper le jeu, et le jeu n'était absolument même plus accessible, même en solo. Même si tu jouais en offline. Tu pouvais plus jouer à The Crew. Ce qui n'avait aucun sens. Il y a eu une grogne, une polémique catastrophique, il y a eu plein de jeux autres que The Crew dans cette optique-là, et finalement, euh, Ross Scott de la chaîne Accursed Farm a décidé de pousser une gueulante et de faire une pétition à l'échelle européenne. Même s'il est américain, ils peuvent demander une pétition à l'échelle européenne. La pétition a remporté un énorme succès, plusieurs centaines de milliers de signatures, ce qui fait que je sais plus où il est. Il y a toute une playlist sur Stop Killing Game si vous voulez regarder le truc en détail. Dès que ça atteint un niveau, il a le droit de présenter son problème au Parlement européen. Et on y est. Il présente le problème au Parlement européen. Et tout est déballé. Le problème des retraits des jeux vidéo alors qu'on les a payés, le problème des lootbox, bref, plein de trucs. Je vous propose un résumé de ce qu'il a dit au Parlement européen et comment reçoivent les parlementaires cette situation. Attention, please. Je pense qu'on a tous signé, quasiment tous signé cette pétition. Il y a eu des millions de signatures. Des millions de signatures, et pourtant, si vous regardez les journalistes, vous regardez un peu les gens autour, les médias traditionnels, quasiment personne en a parlé. Je vous invite à aller vraiment dans la playlist Stop Killing Game pour regarder. Un énorme merci aussi à Pirate Software, évidemment. Le youtubeur qui a terminé sa carrière en se positionnant contre Stop Killing Game. Entre autres, il n'y a pas eu que ça pour Pirate Software, mais disons qu'il a eu une descente aux enfers et sa position sur Stop Killing Game a été le dernier clou du cercueil, alors qu'il était une des personnalités les plus appréciées du bordel. Alors, il y a une vidéo de 42 minutes, on va regarder un extrait, il y a une vidéo de 9 minutes, on va la regarder quasiment intégralement. Écoutez ça. Alors, il y a un doublage français, et on va s'écouter le doublage français. Je suis le fondateur du mouvement Stop Killing Games Consumer, qui partage de nombreux objectifs avec l'initiative. J'aimerais clarifier ce que signifie détruire un jeu vidéo. Deuxième Donc lui, c'est Ross Scott. diapositive. Lorsque nous disons qu'un jeu a été détruit, nous voulons dire qu'un éditeur a désactivé de manière permanente toutes les copies qui ont été vendues afin que personne ne puisse plus jamais y jouer. Ce serait comme supprimer chaque copie d'un livre ou d'un film existant, ce qui l'effacerait de la culture. Cette pratique fonctionne comme suit. Un éditeur vend d'abord une copie d'un jeu vidéo. Par exemple, Concorde, jeu de merde. Ça, on est d'accord, mais il ne l'a pas à être retiré. Si tu as envie de jouer, même en solo, tu devrais pouvoir jouer même en solo. Cependant, il a été conçu de manière à devoir se connecter à l'éditeur pour fonctionner. Cela agit comme un interrupteur d'arrêt potentiel. Le client n'est pas non plus informé de la date à laquelle le jeu cessera de fonctionner, même si l'éditeur a décidé d'assumer cette responsabilité. Puis, après une durée indéterminée, l'éditeur désactive toutes les copies existantes du jeu, mais conserve l'argent du client. L'éditeur prend également des contre-mesures pour garantir la réparation du jeu. Alors, ceux qui me disent justement, très souvent quand je discute de ce genre de sujet, beaucoup de gens me disent « Ouais, mais l'éditeur n'a pas le droit de retirer le jeu, puisque tu l'as acheté, le jeu il est à toi. » Non, 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 parce que vous lisez jamais les ULA, les CLUF et les autres conditions. On n'est jamais propriétaire de nos jeux. On achète une licence d'utilisation. Même si tu l'as en physique, c'est une licence
d'utilisation qui peut être révoqué au petit plaisir de l'éditeur, tout simplement. Et justement, pour ça que c'est monté aussi loin, parce que mine de rien, on critique beaucoup l'Europe sur plein de trucs. Il y a un truc que l'Europe fait relativement bien de temps en temps, c'est la protection du consommateur. Là-dessus, ils sont assez alertes et ils sont assez énergiques. Et du coup, c'est pour ça que c'est monté aussi loin cette affaire. Oh, pardon. Garantir la réparation du jeu. Oh, pardon. J'aime pas attaquer le physique, mais il a vraiment la tête d'un gauchiste affaibli. Il a la tête d'un gauchiste affaibli, mais il a retourné le milieu du jeu vidéo mondial et il est en train de faire changer les lois à l'échelle mondiale. Pas mal pour un gauchiste affaibli. Garantir la réparation du jeu est presque impossible, même pour les professionnels expérimentés du logiciel. À partir de ce moment, aucun client ne peut plus jamais effectuer l'achat. En plus de détruire le jeu, cette pratique bouleverse également les attentes des clients. Avec GOG, tu es propriétaire de ta licence à vie, tu peux le prêter et l'installer sur tous les jeux. Alors, est-ce que GOG vendait The Crew? Vous pouvez acheter The Crew sur GOG. Il y a sûrement des contre-exemples. Clients. La plupart des jeux vidéo peuvent fonctionner indéfiniment, ce qui est la norme pour les clients depuis un demi-siècle, y compris ceux qui se connectent à Internet. Par ailleurs, un petit nombre de jeux vidéo fonctionnent sous forme de services d'abonnement. Mais ceux-ci informent le client de la date exacte à laquelle son accès prend fin au moment du paiement. Les jeux auxquels nous faisons référence ne font rien de tel. Oh, c'est un peu un malentendu. Ils contiennent presque toujours des conditions stipulant qu'ils peuvent prendre fin à tout moment, et pour n'importe quelle raison. Cela signifie que les clients n'ont aucune véritable protection lorsqu'ils achètent des jeux comme ceux-ci. Ils ne peuvent pas les conserver et ne sont pas informés de la date de fin. Ce comportement serait scandaleux dans d'autres secteurs. Si vous avez acheté... Et c'est surtout ça. Hein. C'est surtout ça. Si vous remettez ça sur d'autres secteurs, tu te dis, mais c'est un non-sens absolu. Dans n'importe quel autre secteur, c'est un non-sens absolu. Imagine. Il y en a un qui va donner un autre exemple qui est très très pertinent, mais imagine, tu achètes un Blu-ray, un DVD d'un film. Et finalement, l'éditeur, il te dit au bout de 2 ans, non, ton Blu-ray, non, tu peux plus le lancer. Le film, tu peux plus le regarder. Non. Pardon. Mais dans le jeu vidéo, ça passe. Et on a tellement été conditionné à ce comportement qu'on trouve ça normal maintenant. C'est hallucinant. Acheter un livre dans un magasin, l'éditeur ne peut pas venir chez vous et reprendre votre livre à volonté. Si vous avez souscrit une police d'assurance, vous serez informé de la date à laquelle cette police prend fin. Non pas que le vendeur puisse y mettre fin à tout moment et pour n'importe quelle raison, mais qu'il puisse quand même garder votre argent. Les jeux vendus de cette manière fonctionnent de la même manière que les arnaques. Les éditeurs savent que les clients s'attendent à ce que les jeux vidéo durent. Ils les vendent donc de la même manière que ceux qui peuvent fonctionner indéfiniment en achat unique, sans date. C'est vrai que c'est bien GOG. Alors je sais, j'ai jamais acheté sur GOG. J'ai jamais acheté sur GOG. J'ai cru voir une vidéo de quelqu'un qui en parlait. GOG, ça arrive même des fois que GOG voit avec certains éditeurs pour qu'ils récupèrent les jeux pour que ça soit vendu sur GOG. Et pour que ça soit vendu sur GOG, ils voient avec l'éditeur pour redévelopper un bout de code pour enlever les DRM du code du jeu. Et c'est beau gosse. Beau gosse. D'expiration, puis les vendent au même prix. Les éditeurs savent que si les clients étaient informés exactement du moment où ils prévoient de désactiver leur jeu, cela réduirait les ventes, car la longévité d'un jeu a une incidence sur le prix que les clients sont prêts à payer. Le secteur essaye de jouer sur les deux tableaux. Il trouve des moyens de dire qu'il vous vend un jeu qu'il ne vous vend pas. Cela crée de la confusion pour toutes les personnes impliquées et explique en partie pourquoi il a fallu autant de temps aux clients pour être informés de cette pratique. Du coup, c'est une forme de location en fait. La légalité est également incertaine. Plus tôt, des députés nous ont aidés à poser des questions à la Commission européenne sur la légalité des conditions et des contrats de licence de jeu, en particulier sur la possibilité de les résilier à tout moment et pour quelque raison que ce soit. La Commission a déclaré « La directive 93/13/CE interdit les clauses abusives créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs. » La Commission a également recommandé aux consommateurs de déposer plainte auprès des entreprises des États membres par le biais du réseau des centres européens des consommateurs. En 2024, des volontaires de la majorité des pays de l'UE ont déposé des plaintes contre la société française Ubisoft pour avoir désactivé le jeu The Crew. Les réponses que Ubisoft sont quand même dans tous les coups. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Nous avons reçues du réseau des centres européens des consommateurs étaient extrêmement incohérentes.
Certains responsables ont déclaré qu'ils ne pouvaient rien faire. D'autres ont déclaré que la société était tenue de faire fonctionner le jeu indéfiniment, ce qui est irréaliste. Alors c'est pareil, l'excuse à 2 balles des éditeurs, qui était l'excuse aussi de Pirate Software et des débiles qui essayent hypocritement de défendre les éditeurs là-dessus, te disent souvent ouais mais non mais regarde l'éditeur il va pas supporter The Crew indéfiniment, il va pas entretenir un jeu indéfiniment, c'est pas possible. Mais on demande pas à l'éditeur d'entretenir un jeu indéfiniment. On s'en fout du game as a service au bout d'un moment. Ouais mais il doit payer les serveurs pour jouer. Non. The Crew il était jouable en local, il était jouable en ligne, offline. Et si un jeu a une partie online, il faut que le jeu soit jouable offline. Ok, il y a des fonctionnalités qui sautent, qui sont que online, mais il faut que le jeu soit jouable offline. Point. En local, en LAN à la limite. On se démerde avec des serveurs privés parce qu'il est là aussi le truc. Dans The Crew, j'ai oublié de le préciser en préambule. Quand ils ont désactivé The Crew, des fans, parce qu'il reste des fans de The Crew 1, il a une petite vibe de fans, The Crew 1 comparé à The Crew 2 qui est plutôt wouf. Des fans de The Crew 1 ont dit bon bah c'est pas grave, on va faire notre propre serveur privé pour pouvoir continuer à jouer dessus. Et ça touchait quoi 100 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes à tout casser. Et Ubisoft a commencé à poursuivre en justice et à interdire les serveurs privés sur The Crew 1. Et c'est pour ça qu'ils en sont venus à désactiver intégralement The Crew, même en offline. Parce qu'ils se sont dit, oh là là, il y a 200 personnes qui vont jouer sur des serveurs privés, ils vont pas acheter The Crew Motorfest, ça va être une perte. On coupe tout. Ce qui est honteux, c'est juste honteux. Et ils se cachent derrière mais non, mais vous savez combien ça coûte d'entretenir un jeu? On vous demande pas d'entretenir le jeu, juste de le laisser jouable. Point. Mais la majorité a déclaré qu'il n'existe... Voilà, c'est comme GTA RP. Imaginons que GTA 6 sort, donc tu as tout le GTA Online qui va sortir, qui va migrer sur GTA 6. Question qui se pose, est-ce que GTA 5 Online va rester en ligne ou est-ce qu'il va être coupé pour devenir GTA 6 Online? Est-ce que GTA 5 va être coupé? On ne pourra plus accéder à GTA 5, même la version histoire, même le solo, parce que Rockstar aurait envie de migrer tout le monde sur GTA 6. C'est un peu ce qui s'est passé avec The Crew 1, The Crew 2 et Motorfest. Alors, un peu la vision d'Ubisoft, on va dire. Aucune réglementation claire concernant cette pratique. Nous avons pu obtenir de manière indépendante des milliers de plaintes. Une pression similaire pour World of Warcraft, mais je crois que Blizzard a sorti des serveurs pour Warcraft original dédiés, je crois, il me semble. Déposés auprès d'agences de protection des consommateurs en France et en Allemagne, mais aucune décision n'a encore été prise quant à leur légalité. À notre connaissance, personne dans l'UE n'a jamais été indemnisé pour ce titre et des centaines. L'un des GTA 5 coupés, on fait des bisous à ceux qui ont dépensé des milliers d'euros de chaque carte. C'est pas grave, ça. Un autre scandale, que Stop Killing Games s'occupe pas spécialement là-dessus, mais ils en parlent un petit peu vite fait sur les lootbox. Et les lootbox, les FIFA, bon maintenant ça s'appelle plus FIFA, c'est EA Football, mais les FIFA. T'as FIFA 18 qui sort. Tu dépenses des milliers d'euros en lootbox pour avoir ton FIFA Ultimate Team. T'as FIFA 19 qui sort, rien n'est transférable à FIFA 19. Tu repars de zéro. Tu redépenses des milliers d'euros. T'as FIFA 20 qui sort, tu redépenses des milliers d'euros. Tu repars à zéro à chaque fois. C'est la même chose pour NFL aux États-Unis et pour plusieurs autres jeux qui sont comme ça. Et les gens, ouais, mais c'est normal, c'est un nouveau jeu. Mais vous foutez de la gueule du monde. Déjà, tu me casses les couilles à dépenser des milliers d'euros dessus, et de l'autre côté, tu vas dire, ouais, j'ai pas envie d'acheter le jeu, il est à 40 euros, c'est cher quand même pour ce que c'est. T'as dépensé des milliers d'euros dans FIFA, qu'est-ce que tu me pètes les couilles? Il y a des gamers qui sont complètement toxiques là-dessus. Je vous rappelle aussi, toute cette histoire, on le doit grâce à Bethesda, qui un jour s'est dit, je vais vendre une armure dorée pour un cheval dans Oblivion à 2 balles. Et t'avais des blaireaux à l'époque. Ouais, c'est quoi? Donc nous, on était là. C'est scandaleux! On peut pas avoir le jeu complet. Il y a des trucs qui sont bloqués derrière de l'argent. C'est scandaleux. Oh, arrête de râler. T'es chiant, ça va. C'est que 2 balles et t'es pas obligé de l'acheter. Déjà à l'époque. C'est le premier ULC. Le premier ULC.
Et, et regardez ce qui est devenu l'industrie des ULC, des DLC, des lootbox et des microtransactions aujourd'hui. Parce qu'on a fermé notre gueule à l'époque. Centaines d'autres. En bref, les gouvernements et les pays de l'UE ne savent pas comment gérer cette situation et la grande majorité des clients ne sont pas indemnisés pour la perte de leurs achats. C'est une situation idéale pour une réglementation claire. Cette pratique n'est pas nouvelle. ULC, c'est Unique Loadable Content. C'est DLC, download content. ULC, c'est plus c'est unique. C'est genre l'objet. Un DLC, c'est plus genre t'as une mécanique de jeu, t'as un gros package avec plein de trucs. Un ULC, c'est genre un t-shirt bleu pour ton personnage qui coûte 2 balles, un pantalon, un stylo, enfin non, cosmétique. Ouais, c'est vrai qu'on dit un cosmétique souvent. Enfin oui, mais un cosmétique, c'est qu'un cosmétique. Des ULC. C'est un objet unique. Cela a commencé vers 2005 et a commencé à avoir un impact négatif sur les clients vers 2010. Cependant, cela affecte souvent une minorité de clients dont les plaintes peuvent se perdre dans le système. Oui, après, il y a des DLC qui sont très bien. Tu vois, le DLC de Mario Kart, 48 nouveaux circuits. Ouais, ok, vas-y. Bon, vas-y, tu les vaux hein, largement. Ce n'est qu'après une affaire majeure touchant des millions de personnes que des tentatives d'attirer l'attention du gouvernement ont été possibles. Et il n'y a toujours pas de réponse. La Ubisoft, niveau finance, c'est pourtant, faut attendre. Il y a eu le bilan qui est passé. Maintenant, il faut attendre le prochain semestre. Commission européenne déclare que cela doit être traité au cas par cas, mais cette pratique est extrêmement répandue. Prochaine diapositive. Nous avons réalisé une étude amateur examinant plus de 100 jeux vidéo qui nécessitent une connexion à Plus de 100 jeux vidéo. l'éditeur. La majorité d'entre eux ont été délibérément désactivés par l'éditeur et de nombreux risques sont toujours en danger d'être détruits. Regarde-moi cette diapo quand même de fou furieux. Hein, donc, les jeux vidéo qui requièrent une connexion de par l'éditeur. Pareil, quand tu as des jeux solo qui te demandent une connexion obligatoire, foutage de gueule. Hein. Foutage de gueule. Donc des jeux qui ont des expériences multijoueurs, 95% des jeux ont été désactivés par l'éditeur. 4% des jeux ont été conservés par l'éditeur. Dans les jeux entièrement online, 93% des jeux ont été désactivés par l'éditeur, 6,5% des jeux ont été gardés par l'éditeur. Ce qui est fou, c'est que quand un jeu a une fonctionnalité solo, elle est plus souvent désactivée que quand c'est fou. C'est fou. Selon l'interprétation la plus stricte de ce que signifie désactiver un jeu, l'étude a révélé que sur plus de 400 titres, les éditeurs ont désactivé l'achat d'un client 93,5% du temps lorsqu'ils ont mis fin au support. Cette pratique commerciale est responsable de la plus grande destruction du support, et de loin. Il existe également une forte corrélation entre cette pratique et la taille de l'éditeur. Ça et les créations de comptes. Quand tu dis, hein, c'est incroyable maintenant comment ils font, il faut avoir une connexion. Ça et la création de comptes. Tu vois, moi, ce qui m'avait dégoûté, c'était Payday 2. Non, Payday 3. Et le dernier qui est sorti, c'est Payday 3, il me semble. J'installe Payday 3. Je le lance. Mise à jour. Putain. Je le lance. Et oui, il faut vous connecter, il faut vous créer un compte sur le gna. Alors, putain. Tu cliques sur créer un compte. Ça marche pas parce que les serveurs sont par terre. Putain, mais je veux juste jouer. Qu'est-ce qu'on s'en fout de créer un compte? Vous êtes pénible. Et tout ça, c'est uniquement pour justifier les administrateurs. Là, actuellement, tu as quasiment l'intégralité des jeux Ubisoft dans le Game Pass. Il y a tous les Assassin's Creed, il y a tous les... Il y a énormément de jeux Ubisoft dans le Game Pass. Pourquoi? Parce que quand tu lances le jeu, il t'oblige à créer un compte Ubisoft pour pouvoir lancer le jeu. Et eux, après, Ubisoft, ils disent « Oui, alors voilà, nous avons tant de millions de joueurs... c'est que la franchise va très très bien. Oui, la franchise va très très bien. Tu la mets partout et tu imposes aux gens de créer des comptes. Et après, tu dis, regardez le nombre de comptes qui ont été créés. C'est insupportable. Et du coup, j'ai désinstallé, ça m'avait gavé, j'ai désinstallé Payday 3. Je crois que c'était le 3. Car la plupart des petits studios ne s'y adonnent pas, car cela nécessite bien plus de ressources, de travail et de responsabilités qu'ils ne peuvent en gérer. Alors, aussi, pareil, j'ai essayé de tweaker un peu mon micro, normalement, pour qu'on entende un peu moins. Parce que là c'est le pollen, il est revenu, là, j'ai les yeux qui piquent. Et j'ai mon nez qui est en mode... franchement, il est en mode V8 turbo-injection sans filtre sur le pot d'échappement. Donc j'ai tweaké un peu mon micro pour qu'on entende un peu moins mes décompressions nasales. Je peux me tenir au courant.
Alors, il y en a qui passent quelques-unes. Je check vite fait un histogramme audio, mais j'ai l'impression que la plupart sont étouffés. Ainsi, même si cela ne concerne qu'une minorité de jeux, cela affecte les clients de manière disproportionnée en raison de l'ampleur des plus grands contenus. Oui, c'est ça, c'est Payday 3, Full Online, ça m'a dégoûté. En fait, du coup, j'ai lancé le jeu. J'ai même pas réussi à lancer une partie. C'était tellement ignoble. Je l'ai désinstallé. Contrevenants. D'après les chiffres de vente, cela concerne au moins des dizaines de millions de clients dans l'UE. Cela affecte également les développeurs. Cela peut sembler évident, mais d'après les entretiens et les commentaires, nous avons constaté que la majorité des développeurs de jeux ne sont pas favorables à la destruction des jeux sur lesquels ils ont travaillé. Ils peuvent passer des années de leur vie à les créer. Mais ce ne sont souvent pas eux qui prennent ces décisions commerciales et signent même parfois des accords de non-divulgation, ce qui les empêche d'exprimer leur opinion sur la question. Le point principal que j'espère ne pas perdre de vue lors de cette audition est que cette initiative accueille favorablement toute solution qui résoudra le problème de la destruction de jeux vidéo à cette échelle. Une destruction autre qui m'a beaucoup énervé, moi, c'était. J'étais très très fan quand il y avait Scott Pilgrim qui était sorti, le beat'em all était vraiment incroyable. Et d'un coup, Ubisoft. Indisponible. Scott Pilgrim indisponible. Mais il est où? C'est un des meilleurs beat'em all et un des meilleurs trucs. Un univers incroyable, le gameplay était très sympa, la musique était incroyable. Disparu pendant plusieurs années. Hein. Pourquoi? Parce que les droits d'auteur de l'artiste musical qui était dedans ont expiré et du coup, il peut plus vendre le jeu. Arrêtez de signer des artistes qui t'imposent. Ouais, ma musique, je veux bien que tu la mettes dans le jeu, mais au bout de 6 mois, le jeu, il doit disparaître du store. Pardon? Sinon, tu me repayes. Mais va te faire foutre au bout d'un moment, artiste. Artiste. C'est bien ce qui arrive, c'est qu'ils te ressortent le jeu avec une autre OST. Et du coup, c'est plus le même jeu. Ce qui est arrivé, du coup, en exemple, avec Crazy Taxi. Crazy Taxi, il y avait Offspring, il y avait Bad Religion, il y avait je sais plus quel autre groupe dans Crazy Taxi sur Dreamcast. Quand Crazy Taxi est ressorti sur GameCube, si je dis pas de bêtises, ou sur Xbox, je me rappelle plus. C'est une autre OST. Et du coup, il y avait plus le ya. J'ai demandé un remboursement. C'est quoi cette merde? C'est pas Crazy Taxi, ça. Nous voulons que cela soit aussi On déteste pas assez les droits d'auteur, clairement. simple et pratique que possible pour toutes les parties concernées. Et nous sommes très ouverts à la manière dont cela est réalisé. Nous ne demandons même pas aux éditeurs de changer leurs modèles commerciaux ou de monétisation, mais seulement qu'une fois qu'ils mettent... Oui, ce genre de droit d'auteur devrait être à vie. Et pareil, ces putains d'artistes, je joue à leur jeu, je veux faire un let's play, ils ferment leur gueule, ils ont été payés pour que leur musique soit dans le jeu. Je joue à leur jeu. Pourquoi ils demandent des droits d'auteur sur la vidéo, sachant qu'ils ont déjà été payés pour ces droits d'auteur, ces gros blaireaux, ces arnaqueurs? C'est un truc de ouf. mettent fin au support, ils le fassent de manière responsable. Notre seul objectif est d'interdire cette pratique destructrice et d'obtenir ainsi des protections de base pour les consommateurs et le média dans son ensemble. J'aimerais ajouter quelques mots sur l'aspect économique. Encore une fois, Écoutez, ce lorsque passage cela est est très prévu intéressant. dès le début, le coût peut être très faible. C'est surtout lorsque cela est annulé que cela est davantage lié au coût. Parce que l'excuse des éditeurs, ouais, mais vous vous rendez pas compte comment ça coûte cher de maintenir en vie un jeu? Le jeu Concorde mentionné plus tôt est en fait un excellent exemple, car il a été déclaré publiquement qu'au moins 370 millions d'euros ont été dépensés pour développer ce jeu, On parle de Concorde. et cela n'incluait pas de plan de fin de vie comme celui que nous recherchons. La plupart des coûts de développement des jeux ont tendance à... Oui, voilà, par exemple, oui, exactement, t'as ce côté-là où ils font le remake, et du coup, ils désactivent l'original pour forcer à acheter le remake. Ce qui est scandaleux. On devrait pouvoir acheter l'original et le remake, et tu te démerdes. provenir d'autres domaines. C'est pour ça que j'aime beaucoup les remakes, par exemple, comme Monkey Island. Les remakes comme Monkey Island où t'appuies sur un bouton et t'as les graphismes originaux. T'appuies sur le bouton et tu reviens au graphisme, comme le Halo Anniversary, par exemple. Un excellent remake. Bon, il a plein d'autres problèmes, Halo Anniversary, mais globalement, cette fonctionnalité, c'est très très cool, quoi. Comme les ressources artistiques ou le marketing. Ce n'est qu'un élément parmi des centaines qui entrent déjà dans la création d'un jeu. L'autre chose, ce sont parfois les coûts de l'industrie ou les estimations de ce que cela coûterait ou qui peuvent être erronées, car ils s'attendent à ce que le jeu qu'ils demandaient ait toutes les fonctionnalités qu'il avait pendant qu'il était pris en charge. Et beaucoup d'entre elles peuvent être retirées et n'ont même pas de sens pour un jeu qui n'est plus pris en charge.
comme l'administration, les mesures anti-triche, la gestion de compte ou des choses comme ça. Cela peut donc être radicalement différent. Il peut y avoir des centaines de microservices associés à ces éléments qui peuvent être désactivés, mais le client dispose toujours du jeu de base. Cela doit donc être pris en compte lors du calcul du coût potentiel. Cela a peu point été mentionné plus tôt, mais nous voulons également souligner que les entreprises ont déjà été payées une fois pour le jeu fonctionnel. Cela devrait donc être pris en compte dans la budgétisation. Radarok était mentionné concernant le droit de Comment ça si Abandonware, il existe toujours, qu'est-ce que tu racontes? Toujours Abandonware? Tu racontes? Ouais, tu m'as fait peur. Il est toujours là, Abandonware. réparer et, si nous en avons besoin, et combien de temps un produit devrait fonctionner. Le droit de réparer est une question un peu différente. Eh bien, c'est Ouais, les anti-cheats qui flinguent aussi les perfs PC. certainement bienvenu d'avoir ce droit, ou fine, comme je l'ai Pareil, il y a un truc qui a disparu, mais moi je m'en souviendrai toujours, c'est les anti-gravages. Les anti-piratages, les anti-gravages. Je me rappellerai toujours. J'avais acheté à l'époque, je crois que c'était Trackmania Sunrise, à l'époque. C'est quelle époque ça, Trackmania Sunrise? Trackmania Sunrise, 2005. Ouais. 2005, j'avais acheté Trackmania Sunrise, et je m'en souviens encore. Je le mets dans mon PC. Impossible de lancer le jeu. Impossible de lancer le jeu. Pourquoi? Parce que j'avais un lecteur DVD graveur. Impossible de lancer le jeu ne se lançait pas si tu le lançais sur un graveur. Ouais, le fameux DRM Star Force aussi. Qu'est-ce que j'ai dû faire? Je suis allé sur Casa, comme tout le monde, et j'ai pris un exécutable NoCD, là, je sais plus comment on appelle ça à l'époque. Là. Donc j'ai acheté un jeu légalement, que je ne pouvais pas lancer, et que j'ai dû pirater pour pouvoir jouer à un jeu que j'ai acheté légalement. Tous ces trucs anti-piratage n'ont jamais aidé à avoir plus de ventes. Ont plus fait chier les gens, qui ont fini par se dire c'est beaucoup plus facile d'aller pirater un jeu que de l'acheter parce que ils vont me péter les couilles avec les trucs anti-piratage. C'est insupportable. Je l'ai mentionné dans ma présentation, il existe des contre-mesures délibérées pour empêcher la réparation. C'est presque un petit miracle lorsque cela arrive de la part de professionnels du logiciel extrêmement expérimentés pour ressusciter un jeu. Cependant, s'il y avait des instructions de réparation, ce serait très bienvenu. Je pense que nous considérions même cela comme une alternative viable à ce que nous demandons s'il était pratique de ressusciter le jeu de cette façon. Et, pendant combien de temps cela devrait fonctionner? C'est un peu comme si la norme des clients était indéfinie, tant qu'ils maintiennent le jeu en bon état de marche de leur côté. Et nous n'essayons pas de tenir les éditeurs responsables des mises à jour qui cassent des choses qui ne sont pas de leur faute. Donc, combien de temps ils choisissent de le prendre en charge? Et avant, on pouvait enregistrer tous les films qu'on veut avec VHS magnétoscope, ils ne disaient rien. Bah justement, c'est parce qu'ils pouvaient rien dire. S'ils avaient pu à l'époque, ils n'avaient pas la technologie pour. Maintenant, ils ont la technologie pour. Simplement, ça s'arrête à ça. Tu vois, à l'époque, un jeu sortait, il était mal développé ou il y avait un gros bug, ils s'en sont rendu compte trop tard. Ils pouvaient pas le patcher le jeu. Il y a aussi des bons trucs avec les patchs. Hein. Il y a des jeux qui sont sortis, ils étaient infinissables. Il fallait attendre que l'éditeur ressorte des jeux en physique qui étaient eux-mêmes patchés directement en cartouche pour pouvoir rendre le jeu finissable. Il y a des jeux qui n'ont jamais été repatchés parce que pas les moyens. Il y a aussi le fait que ça se passe bien. Il y a des trucs qui est pratique avec l'avènement de l'internet et le fait des patchs et tout le bazar. Mais il y a aussi le fait que s'ils avaient pu le faire à l'époque, ils le faisaient à l'époque. Hein. Il y a plein de jeux, déjà rien que déjà les FIFA, hein, c'était toujours le modèle. Hein, chaque année, ils te ressortaient le même FIFA. Les Megaman, t'as un Megaman par an, alors qu'en fait, au final, tu dis, mais en fait, c'est juste des gros DLC, des machins. Ils essayaient des fois hein, comment dire,
sans la possibilité d'Internet, de réfléchir à des systèmes où ils pouvaient gonfler les ventes et tout ce genre de choses. En charge, nous sommes tout à fait ouverts à cette question. Je veux dire, aussi, je pense qu'il existe déjà des réglementations européennes à ce sujet, mais je veux dire, aussi, en ce qui nous concerne, aussi, il pourrait mettre fin au support le lendemain, mais tant que le jeu n'est pas détruit, nous trouverions cela acceptable. Et le dernier point, sur le... Oh oui. Pour faire cela par le biais de l'existant. Liche, juste par le biais des tribunaux, par le biais d'une action en justice, cela ne va toujours pas au cœur du problème de la destruction du jeu lui-même. Nous ne sommes pas vraiment des remboursements et des compensations. Ce sont des mesures secondaires. Lorsque le jeu lui-même ne peut pas être rétabli, nous voulons simplement que le jeu soit préservé. Donc, le faire à travers le cadre existant ne nous y amène pas nécessairement. Alors ça, c'était la prise de parole de Ross Scott. Dans cette vidéo qui dure 42 minutes, on va pas regarder les 42 minutes, il y a juste un passage qui donne un exemple très précis et très intéressant sur la situation. Il est où? Attends, c'est un petit blondinet là, il est où le blond? Oh, il y a plein de trucs très intéressants, hein. Il y a plein de trucs très intéressants. Je vous invite à regarder dans son intégralité. Notamment concernant les microtransactions, les lootbox, mais on en a un peu parlé en off. Il est où le blondinet là? Ah, il est là. Je crois que c'est lui, il me semble. Le président. Appuyez définitivement sur F pour les signatures. Permettez-moi d'être le premier député européen ici, même si je ne suis pas sûr avec mon collègue des Verts de pouvoir parler en tant que joueur, pas en tant que député européen que je suis depuis 20 ans. Et j'ai vécu tout ce que vous avez décrit. Et j'ai vu le bon côté des choses, quand c'était une communauté qui a sauvé Mountain Blade des guerres napoléoniennes. Et j'ai vécu le mauvais côté quand j'ai acheté The Crew quelques mois avant qu'il ne le refuse. Imagine, il y en a, ils ont acheté The Crew 1, parce qu'il y avait des offres promotionnelles d'Ubisoft, et une semaine après, ils arrêtent The Crew. J'ai dit, pardon? C'est Louis Boyard, un petit peu, ouais, il a un petit air. Et je pense que pour illustrer ce point, même si je pense que vous réalisez déjà que vous avez un grand soutien dans cette assemblée, je peux illustrer ce point une dernière fois. Je pense qu'une voiture The Crew est l'exemple parfait. Imaginez que vous achetiez une voiture moderne. Toutes les voitures modernes ont un logiciel, et après 2, 3, 5, 10 ans, le constructeur automobile décide de le refuser, et vous ne pouvez plus démarrer le moteur. T'imagines? On applique le système des jeux vidéo à n'importe quoi. Ça ne tiendrait pas une semaine, en fait. Ça serait un scandale d'État. Mais pour le jeu vidéo, ça marche. Il a totalement raison avec cette 3, analogie. 5, 10 ans, le constructeur automobile décide de le refuser, et vous ne pouvez plus démarrer le moteur. Un très bon collègue à moi, assis ici dans cette salle, a dit qu'il fallait défendre ce qui est juste parce que c'est juste. Même si vous n'êtes pas personnellement concerné, je le suis moi-même personnellement. Je demande donc à tous mes collègues de soutenir cette initiative très importante. Pour l'instant, les députés européens, les parlementaires européens ont l'air d'être plutôt dans le sens de Sterling Game et d'essayer vraiment de faire avancer la chose pour la protection du consommateur et des joueurs. Évidemment, on va suivre ça au fur et à mesure en espérant un vrai truc. Ça serait ouf. Attention, please. Mais il y a eu des cas, d'ailleurs, il y a eu des cas, même dans l'histoire de la bagnole, je m'en souviens, on avait fait une vidéo, alors je ne sais plus si c'était Mercedes ou BMW, qui proposait des voitures DLC. C'est-à-dire, genre, tu sais, t'avais les sièges chauffants sur abonnement. Les sièges chauffants, genre 60 € par mois. Et si t'arrêtes de payer, l'option siège chauffant ne marchait plus dans ta bagnole. Et il y avait un autre truc aussi, je crois, mais là c'était beaucoup plus dangereux. C'était la détection préventive du freinage. Si la voiture, si tu vas trop vite, t'as un radar qui dit oh là là, attention, tu vas trop vite par rapport à la voiture de devant, je vais freiner automatiquement. Et bien ça aussi c'était sur DLC ou sur abonnement. Et ils désactivaient cette fonctionnalité. Et là tu dis c'est quand même de la sécurité. Tu désactives pas ça. Bref.